Relations bilatérales et multilatérales. Situation de l'Est de la RDC. Que pense pouvoir faire la Belgique ? Édition spéciale, ce dimanche 5 février, après le journal de 13h, avec Adjal Habib, ministre belge des Affaires étrangères. Rediffusion dimanche après le journal de 19h et de minuit, lundi après le journal de 7h. Première visite de la nouvelle chef de la diplomatie belge à Kinshasa, relation bilatérale avec la RDC et multilatérale avec la MONUSCO, une visite qui intervient presque concomitamment avec celle du souverain pontife où il a aussi beaucoup été question de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Adjal Habib, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Plus de 6 mois après votre nomination pour votre première visite sur le continent et en RDC, après avoir d'abord été en Angola, peut-on connaître le contenu et les résultats de cette on va dire, mini-tournée? Vous avez le temps, là, j'espère. Oui. En tout cas, nous sommes tout ouïs et disponibles. Le contenu, il était riche, puisque j'ai rencontré énormément de ministres, y compris le président. Donc, ça a commencé très fort avec une rencontre du président Tshisekedi, alors qu'il ramenait à peine le pape à l'aéroport. Le ministre, mon homologue évidemment, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, des Droits humains, ministre de l'Environnement, ministre de la Justice et la société civile et également quelques candidats à la future présidentielle. Voilà. Quelques candidats à la future présidentielle déjà? Oui. Moïse Katumbi. Pas lui en personne, mais son porte-parole, puisqu'il était retenu ailleurs. Monsieur Fayoulou. Monsieur Fayoulou, voilà. Revenons un peu à ce que vous avez dit. Justice, entraide judiciaire, de quoi a-t-il été notamment question? Nous avons des conventions de coopération, de collaboration, de simplification avec la RDC, comme nous en avons d'ailleurs avec d'autres pays, qui doivent être signés et donc il s'agissait de resserrer un petit peu le mécanisme, de le huiler pour que ces conventions soient finalisées, voilà, essentiellement. De droits humains, vous avez rencontré la société civile. Nous sommes aussi impliqués dans le processus de justice transitionnelle qui vise à aider à la réparation, à la réconciliation, à la démobilisation aussi de groupes armés, lutter contre les discours de haine qui visent certaines ethnies. Et ce sont aussi des programmes que nous soutenons via, entre autres, les Nations Unies. Ce ne sont pas des programmes minces, puisqu'il s'agit de montants d'1,5 million, par exemple, pour celui de la justice transitionnelle. Donc c'était important aussi que nous faisions le point sur l'avancement de tous ces programmes, y compris par exemple la fonction publique. Nous sommes impliqués aussi dans la formation des hauts cadres de l'ENA qui viennent suivre des stages, comme vous le savez sans doute, à l'Institut d'Egmont. Donc voilà, il y a des demandes de spécialisation. Faut-il étendre la période d'études? Faut-il revoir le curriculum? Faut-il revoir les examens, etc. Puisque l'expertise belge est mise en valeur là et nous sommes très fiers de contribuer à la formation des cadres congolais. Donc voilà, nous sommes très très liés, comme vous le savez, et puis dans l'environnement aussi, puisqu'il y a le parc des Virunga qui est dirigé par le prince de Mérode, il y a le parc de la Guaramba, donc voilà, beaucoup de points finalement dans lesquels la Belgique et la RDC sont liés. Le Congo qui s'est encore une fois présenté à la COP27 comme pays solution. Tout à fait. Qui se plaint de beaucoup conserver, mais pas de beaucoup recevoir en termes de subsides. Apparemment, il semble qu'il y ait un problème organisationnel au niveau de la RDC. Vous en avez aussi parlé ? Oui, on en a parlé et donc j'ai eu un échange très franc avec la ministre de l'Environnement qui est très combative, comme vous le savez, pour défendre les droits de la RDC. Nous sommes impliqués avec des modèles qui fonctionnent et qui visent à la protection de cette forêt tropicale exceptionnelle et ces parcs aussi qui ont une faune et une flore qui représentent aussi une solution pour la planète entière. On y développe aussi des solutions environnementales, de production hydraulique, entre autres. Il y a des expertises belges qui viennent de l'université de Gand, etc., qui sont mises à profit là-bas. Et donc, il s'agit de les poursuivre tout au bénéfice des populations
qui sont elles-mêmes appelées à participer. Vous savez qu'il y a d'un côté des groupes qui profitent des richesses souterraines, des ressources inestimables du Congo. Entre autres, je vise des orpailleurs qui ne sont même pas d'ailleurs sous contrat, qui sont tout à fait dans l'illégalité et qui mettent à profit aussi la population qui cultive et qui participe au déboisement de régions qui sont protégées. Et donc voilà, c'est tout ça qu'il fallait échanger. Je pense qu'on a transmis un message de bonne volonté. Nous croyons que le Congo peut être la solution, mais qu'il faut protéger cette solution et ça passe par une bonne gouvernance aussi. Mmh. Rien sur les élections, je sais que vous avez visité un bureau de la CENI, mais vous n'avez pas eu d'interlocuteur sur le sujet ? Bien sûr que si. Donc nous avons non seulement visité un bureau de la CENI où on enregistre les futurs électeurs, oui. Nous avons assisté à tout ce processus, a eu des informations sur le choix de cette compagnie coréenne qui fabrique les machines pour enregistrer les futurs électeurs. Nous avons assisté à toute cette démonstration et avec le défi évidemment que ça va représenter d'enregistrer 49 millions. C'est le chiffre qu'on m'a donné comme estimation de futurs électeurs et faire en sorte qu'ils aillent tous voter. Et vous le savez comme moi, là, le conflit à l'est de la RDC avec le Rwanda est la principale pierre d'achoppement à ce processus démocratique parce que comment ces personnes qui représentent quand même aussi un nombre important d'électeurs, quelques millions, 7 millions, m'a-t-on dit, mais c'est un chiffre qui doit encore être vérifié, qui doivent aller voter. Mais dans ce climat d'insécurité et de déplacement permanent de la population, comment vont-ils voter ? On doute beaucoup de la tenue des scrutins dans les délais constitutionnels. Le cardinal Ambongo et avant lui beaucoup de politiques ont même rappelé l'impérieuse nécessité que ces élections soient libres, transparentes et démocratiques. Est-ce qu'il y a des craintes similaires côté Belgique ? Il y a des craintes, je pense, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le président Tshisekedi lui-même a dit que le conflit à l'Est hypothéquait très clairement le processus démocratique, puisque toute une partie de la population risque d'être privée des élections. Il y a ce défi aussi logistique. Le Congo est vaste. Comment atteindre des zones reculées dans un laps de temps qui semble presque impossible à respecter ? Donc voilà, le défi est important en même temps que ce soit les membres de la société civile qui sont critiques, que ce soit les futurs candidats qui sont critiques aussi. Et c'est normal, c'est le rôle de l'opposition que d'être critique, mais tous veulent malgré tout que le délai soit respecté et que ces élections aient lieu. Est-ce que c'est possible de ce que vous en savez ? Alors, le respect du délai déjà. Je n'ai pas suffisamment d'expertise et je n'aurais pas la prétention, ce serait totalement présomptueux de dire c'est possible ou c'est impossible. Pour ça, il faut une mission d'observateurs internationaux. Il n'y a qu'un processus d'observation d'experts qui pourra permettre de dire si oui ou non c'est possible, s'il faut reculer ou pas, si c'est acceptable ou pas par la population, si c'est une solution et si elles sont démocratiques ou pas. Et pour ça, il faut que le gouvernement fasse appel et demande clairement une mission d'observateurs internationaux. Le gouvernement a fait cette demande ? Je l'ai invité à faire cette demande. Je pense que déjà en juillet dernier, quand j'ai rencontré le président Tshisekedi et mon homologue Lutundula à New York, il y avait une ouverture quant à l'accueil d'une mission d'observation. Maintenant, il faut qu'il y ait une demande et que toutes les conditions soient réunies pour que ces observateurs puissent observer. On n'a pas parlé de la formation de la 31e brigade par la Belgique. Vous n'avez pas rencontré votre homologue de la Défense ici, le ministre de la Défense, mais il en a aussi été question pendant votre visite ? Il en a été question, bien sûr. Nous sommes actifs et le travail de la Belgique est salué. Parmi les ministres que j'ai rencontrés et qui sont de près ou de loin quand même concernés à commencer par mon homologue des Affaires étrangères, cette 31e brigade, nous sommes en train de demander une aide via les facilités européennes pour la paix et donc un programme de l'Union européenne qui viendrait appuyer, renforcer le travail de la Belgique dans la professionnalisation, l'entraînement de ces brigades d'intervention rapide.
Et donc, nous attendons aussi, là encore, qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait une professionnalisation, qu'il y ait une équipe. Une bonne gouvernance qui viendrait d'où? Du Congo devrait mieux s'organiser. Les troupes doivent être mieux organisées, le leadership doit être clean. Et alors, nous pouvons entraîner, comme nous l'avons fait, comme nous le ferons encore, mais avec l'aide, là, substantielle de l'Union européenne. Et ce n'est pas rien, puisque c'est 20 millions d'euros. Et donc, cette aide doit se décider dans les prochains jours. Je pense que la demande de la part de la RDC doit être envoyée le 17. Et nous avons un Conseil Affaires étrangères le 20. Donc, vous voyez, les délais sont... Mais ça fait des mois que nous nous préparons à l'écriture de cette nouvelle stratégie aussi de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Et ces conseils de meilleure gouvernance dans le chef des FARDC a été reçu comment par vos interlocuteurs? De façon très positive. Nous attendons maintenant que les décisions soient prises. Et la culture? On était récemment, le Premier ministre De Croo en présence de son homologue congolais, remis des œuvres d'art puis à une certaine époque. Il n'en a pas été question dans vous n'avez pas rencontré la ministre de la Culture? J'ai rencontré la ministre de la Culture de façon informelle. Alors... il y a une loi qui a été décidée au niveau de la Belgique. Maintenant, la mise en application de cette loi, qui prévoit en fait que les objets qui ont été enlevés au Congo de façon illégale ne soient plus aliénés à l'État belge. Et que donc nous puissions, dans un second temps, les rétrocéder. Il n'y a pas eu de rétrocession jusqu'à l'heure actuelle, en fait. Il y a eu symboliquement la remise d'un objet, mais qui n'était pas une rétrocession. Celle-ci doit être décidée à présent, mais en concertation avec la RDC. Et donc, d'un côté, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous avons fait notre travail. La commission a fait son travail. Il y a une commission scientifique aussi qui a répertorié tous ces objets acquis illégalement ou de façon non claire. Et à présent, il convient de décider avec la RDC via un traité qui sera conclu entre les deux ministères des Affaires étrangères sur l'application de cette loi. Plus d'un an après, on n'y est pas encore. Pardon ? Plus d'un an après, non, on n'y est pas encore. C'est la RDC maintenant qui doit dire comment ces objets doivent revenir à la RDC. Côté belge, tout a été fait. Tout a été fait. On n'attend plus. Et donc j'en ai parlé. Maintenant, j'en ai parlé aussi avec le président. Il ne s'agit pas de dire bon voilà, maintenant nous on a fait, on vous envoie par avion là par centaines d'objets et faites ce que vous voulez avec. Non, ça doit se décider dans une bonne entente. Ici, on doit être prêt à les accueillir. Il doit y avoir un véritable échange au niveau scientifique, il y a une coopération qui doit se faire pour que tout soit prêt ici. Donc maintenant, nous attendons la position de la RDC et nous allons concevoir, avec un traité qui lie au niveau des affaires étrangères, la mise en pratique finalement de ces décisions. On va arriver sur la situation de l'Est parce que je sais que c'était le gros morceau de votre visite, mais je voudrais paraphraser le souverain pontife qui a dit à Kinshasa le 31, le jour de son arrivée, je le cite, « Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. La Belgique en a longtemps profité et son Parlement a récemment hésité à demander pardon pour tout cela. » Il y a eu aussi une polémique en Belgique. Est-ce que vous la comprenez, cette polémique ? Je la comprends. Je pense qu'il s'agit surtout pour l'instant d'un débat belgo-belge. C'est la 4e fois que je viens au Congo, même si c'est la première fois que je viens en tant que ministre des Affaires étrangères. Et je n'ai pas l'impression que le nœud du problème se situe dans d'éventuelles excuses ou pardons ou regrets. Je crois que le discours du roi a touché le peuple congolais. Le ministre des Affaires étrangères, avec qui j'ai rencontré le roi d'ailleurs avant de venir, je pense que c'était en décembre, l'a exprimé lui-même. Les paroles ont fait mouche. Il y a cette volonté de pacifier le passé, de le regarder droit dans les yeux et de construire l'avenir. Et donc, il
il nous appartient à présent de regarder l'avenir ensemble et de voir ce que nous voulons faire. Et quand vous parlez des œuvres d'art, quand vous parlez de la mémoire coloniale, comment on écrit cette mémoire, vous savez que la mémoire se réécrit au fur et à mesure du temps qui passe. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on soit conscient de ce passé, qu'il ait été construit sur une exploitation, sur le racisme. Ça a été dit. C'était des mots forts, je pense. Maintenant, est-ce qu'il faut s'excuser? Est-ce qu'il faut regretter? Pour moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il n'y a pas cette attente du peuple congolais ici. Mais il faudrait pas réparer tout ça. Il faut construire l'avenir. La réparation, elle passe aussi par l'implication de la construction. Et quand nous sommes impliqués, quand on vient de décider d'un plan quinquennal de 250 millions d'euros en termes de coopération au développement avec le Congo, c'est regarder l'avenir ensemble, c'est continuer à s'impliquer. Tous les ministres que j'ai rencontrés ici m'ont dit, pour commencer, nous sommes une famille. Le Congo et la Belgique, c'est comme une famille avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de crise, avec ses moments d'amour, d'amitié, etc. Donc voilà, il faut continuer à avancer, je pense, et garder le bon, le mauvais, et essayer d'aller vers un avenir positif. Parlons maintenant situation de l'Est. Lors de son passage à Kinshasa, excuse-moi, je vais le citer encore, le pape a eu ces mots. On a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui dévore la RDC. C'est aussi votre opinion ? Je n'ai pas senti de résignation, ni dans la population, ni dans les autorités que j'ai rencontrées ici, ni dans la communauté internationale. À chaque fois que je prends la parole aux affaires étrangères de l'Union européenne, je suis écoutée avec beaucoup d'attention quand il s'agit de la République démocratique du Congo et du conflit à l'Est. C'est un conflit qui, je l'ai dit, je pense concerne l'humanité entière. On ne peut pas fermer les yeux sur des millions de personnes, d'enfants, de femmes qui sont déplacées, qui souffrent maintenant d'un conflit qui dure depuis plus de 25 ans. C'est pourtant l'impression que les Congolais ont. Le signal, les symboles, excusez-moi, je le fais, mais on l'a vu aussi au mondial. On tue en Ukraine, la mobilisation est internationale, les milliards sont mobilisés, on tue en RDC, silence radio. Je pense que la solution n'est pas à New York, n'est pas à Washington, ni à Bruxelles, ni à Genève. La solution est ici. Et donc, c'est au Congo à se prendre en main, à demander clairement ce qu'il attend, par exemple, de la transition de la MONUSCO ou de la force d'intervention régionale, et nous verrons comment l'aider au mieux. Mais c'est d'ici que la solution doit partir. Beaucoup de pays européens, dont la Belgique, reconnaissent la présence rwandaise en RDC, mais à date, il y a aujourd'hui certains plans signés le 23 novembre, mais toujours pas de retrait et même reprise des combats. Le retrait du M23 devait intervenir le 25 novembre. Vous avez dit au président Tshisekedi, je vous cite, « Les accords de Luanda et l'intégrité territoriale doivent être respectés ». Au-delà de ces déclarations, le Rwanda a repris son soutien. Le président Tshisekedi demande aujourd'hui des sanctions à leur égard. Que dit la Belgique ? La Belgique est venue jusqu'en RDC et s'est rendue aussi en Angola pour entendre les différentes parties au conflit, pour entendre aussi les médiateurs. Vous savez que la Belgique a cette réputation d'être un médiateur. Nous avons l'art du compromis. Nous sommes prêts à servir de médiateur aussi via le canal que vous déciderez. Pour l'instant, il y a une médiation régionale. Qui ne donne rien. J'espère qu'il donnera quelque chose. Je crois qu'il y a une réunion qui est en cours, que nous suivons de très près à Bujumbura. Il y en aura encore au niveau de l'Union africaine. C'est là qu'il y a les germes de la solution. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que les accords de Luanda, le processus de Nairobi, sont tout à fait valables sur papier. Ils sont les seuls, mais est-ce qu'ils sont les bons ? Il n'y a aucune contrainte. On a dit, il a été clairement dit que chaque État doit notamment dialoguer avec ses groupes armés. Est-ce que le Rwanda va le faire avec les FDLR ? Est-ce que le Congo va le faire avec le M23 ? Des choses ont été édictées clairement, mais personne ne respecte rien. Est-ce que c'est pas parce que c'est le seul que c'est le bon ? Est-ce que c'est le bon selon vous ? Je n'ai pas fait partie des accords de la médiation ni du processus. La Belgique n'était pas partie prenante. Donc de nouveau, ces accords
sont intervenus parce qu'ils ont été signés. Les différentes parties l'ont approuvé. Donc, moi, je ne peux que renvoyer la balle à ceux qui ont signé cet accord. Oui, mais si certains ne le respectent pas. Si certains ne le respectent pas, ils doivent se remettre autour de la table et voir pourquoi ces accords ne sont pas respectés. Est-ce que les uns profitent de la faiblesse de l'autre ? Est-ce que la RDC est victime de ses propres faiblesses, comme certains l'avouent même, parce qu'il y a aussi la volonté de ne pas appliquer ces accords, parce que certains profitent du chaos. Donc voilà, c'est sur tout ça qu'il faut travailler. Mais nous ne pouvons pas nous mêler, nous ne pouvons pas nous impliquer, forcer les parties prenantes à appliquer les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Là, je lance un appel aux médiateurs. Vous avez dit que la Belgique est un médiateur. Il ne peut pas y avoir d'alternative à ce qui ne marche pas. Dans le chef d'un médiateur, la Belgique nous connaît mieux que n'importe qui et a déjà eu ce rôle dans le passé. On ne peut pas s'attendre à ce que, face à ce chaos qui se perpétue, qui s'étend, on voit bien que la guerre continue, on voit bien que les morts continuent de s'amonceler. Il ne peut pas y avoir d'autres initiatives ? Nous sommes présents au niveau de la justice transitionnelle. Nous sommes présents au niveau militaire, l'entraînement militaire. Nous sommes présents au niveau des services de police. Nous sommes présents au niveau de la coopération au développement, l'aide humanitaire. Je pense que la Belgique fait déjà beaucoup. Nous sommes prêts à faire plus, éventuellement, s'il y a une demande. Nous n'avons pas été appelés à la table des négociations. Il y a un processus en cours qui entraîne la région. Je crois que c'est à la région et à commencer par la RDC, je le répète, de trouver les solutions. Si demande il y avait, de quelle nature pourriez-vous y répondre de manière positive ? On a répondu jusqu'à présent à beaucoup de demandes et nous attendons qu'il y ait une demande qui soit formulée. Je ne peux pas dire comment je vais répondre à une demande qui n'est pas formulée. Avant Kinshasa, vous étiez en Angola, vous l'avez dit, vous avez réitéré votre inquiétude quant à la situation dans l'Est et réaffirmé votre volonté d'agir pour la paix. C'est de cette action que j'aurais voulu que vous me dites. Qu'est-il possible de faire ? Appeler au dialogue. Nous sommes là pour appeler au dialogue, pour apaiser les esprits, pour demander aux différentes parties de se remettre autour de la table et d'appliquer les engagements qu'ils ont pris. Quand la diplomatie semble ne plus être en mesure d'agir, que faire ? Tel que c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies ont envoyé depuis 25 ans cette force de la MONUSCO. On est en phase de transition. J'ai demandé quelles étaient les attentes vis-à-vis de cette force. Elles ne sont pas clairement établies. Donc nous demandons que les attentes soient définies clairement et que la RDC voit d'abord clairement ce qu'elle attend de la communauté internationale. Vous rentrez en Belgique après quelques jours au Congo. Vous partez optimiste, pessimiste de la manière à laquelle se peint l'avenir de la RDC ? Réaliste. Je suis réaliste. Les défis sont énormes. Il est minuit moins une. Il y a urgence. Et je repars avec l'espoir, en tout cas, que l'on puisse demander les facilités européennes pour la paix. Au niveau de l'Union européenne, c'est le rôle que nous jouons. Il est déjà très important. Et que la RDC, le Rwanda et tous les pays de la région qui sont partis à la médiation parviennent à appliquer ce qui a été signé. Madame Adjala Bib, je rappelle que vous êtes la ministre belge des Affaires étrangères. Je vous remercie. Merci à vous.